De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie, Pape Kabo, analyste politique, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Alfred Tchango, éditorialiste, sont toujours avec nous. Alors Alfred, sur cette visite du président Weah en France, vous vouliez intervenir suite aux propos de Patrick Boyo. Oui, d'abord, signaler effectivement qu'il n'y a pas que le projet de développement économique, mais il y a des actions vers la jeunesse qui ont été engagées et de part et d'autre, les 10 millions d'euros qui sont engagés par la France immédiatement vont d'abord aller dans le projet vers la jeunesse, le sport et le développement, et puis la santé, etc. Mais l'intérêt donc de la France est d'abord par rapport aux pays anglophones, qui sont autour du Libéria. On l'a vu après le passage de Macron au Ghana, ce qu'il a dit justement au Ghana, et je crois qu'il est en train de marquer petit à petit une rupture par rapport au passé. Il veut établir d'autres types de relations entre la France et les pays africains, sortir en tout cas du précaré, mais rénové. Par rapport à la RD Congo, l'intérêt de la France est d'abord géopolitique et géostratégique. Peu importe le régime qui est en place à Kinshasa, peu importe qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, mais il est naturellement très mauvais, médiocre, comme l'a dit Laurent Mosengo. Mais c'est donc un intérêt géopolitique et géostratégique important. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on se souvienne simplement de la pensée de Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, en RD Congo. Et donc, il y a intérêt justement à être présent. Et puis un autre enjeu qui transcende tout cela, c'est l'enjeu de la francophonie, puisque c'est le plus grand pays francophone en dehors de la France, n'est-ce pas, au monde. Et donc il y a cet enjeu qui est là aussi. Et puis, si je voulais ajouter un intérêt terre à terre, Air France fait le plus grand chiffre justement des affaires en dehors de l'Europe, en RD Congo, avec des vols pratiquement tous les jours en RD Congo. 4 vols par semaine. Alfred, la RD Congo, c'est pas rien, c'est un gros marché en fait. Et le Libéria oui. Le Libéria, il y a les efforts à faire justement pour que le président Weah impulse un modèle de développement qui soit d'abord inclusif. Parce qu'aujourd'hui, toutes les économies africaines souffrent de l'extravertité de leur économie. Ceux qui financent l'activité, ce sont des capitaux étrangers. Donc, on parle de taux de croissance qui s'élèvent, etc., mais qui ne profitent pas localement. Je pense ici, le plus important, c'est de régler la question de la faim et de la formation. S'il parvient à gagner ce challenge-là et à amorcer de gros chantiers d'investissement pour ce qui concerne les infrastructures, ce sera déjà un gros pas en avant. Alors, mais avant cela, c'est le climat des affaires qu'il faudrait... Exactement, c'est la première des choses à faire parce que le Libéria est très mal classé déjà sur le classement Transparency International. C'est l'un des Doing Business. Il fait partie des 10 derniers pays, en tout cas, 10 premiers pays les plus corrompus, 10 derniers où le climat d'affaires est vraiment le pire, quoi. Donc, il faut à George Weah maintenant de dépasser le cadre du VRP. Oui, c'est bien, George Weah, les caméras sont là, tout le monde est intéressé. Mais derrière, quand on arrive au Libéria, que se passe-t-il? Qui nous accueille en premier? Est-ce qu'on est sécurisé par rapport aux affaires, au climat d'affaires? Est-ce qu'on n'aura pas des lois qui vont changer? Parce que c'est un pays qui est post-conflit, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il n'y aura pas des lois qui vont changer du jour au lendemain parce que vous serez amené à faire plaisir à la jeunesse qui vous a élu? Souvenez-vous, la plupart des dirigeants qui ont été élus sur cette promesse d'aider la jeunesse se sont souvent retrouvés à la fin de leur mandat avec des contestations. Parce que tout le monde ne sera pas content. La satisfaction n'arrive en réalité, selon les études qui sont montrées, qu'à 30 ou 40%. Or, les espoirs sont suscités à plus de 70%, comme on a vu. Donc, ce sera assez compliqué. Mais il faudra pour lui rassurer les investisseurs, avoir vraiment les épaules assez dures pour taper
sur les dignitaires qui sont en train de voler, parce que ceux qui volent aujourd'hui au Libéria, ce ne sont pas des étrangers, ce sont les fils du pays qui sont là depuis des années, qui ont constitué une certaine sympathie avec la population, qui ont des familles et commencer à taper sur eux, cela veut dire susciter déjà des mécontentements. Et des mécontentements de ceux qui sont de l'ancien régime, qui vont se faire taper, et de ceux qui sont des voleurs. Non, la Georges Weah a dit pas de revanche, ni de retour en arrière. Laissez-moi juste terminer. Même s'il ne fera pas de revanche. Il n'a pas de revanche, mais en revanche, il ne fera pas de revanche, évidemment. Il faut penser autrement. Il ne fera pas de revanche, évidemment, mais la justice va devoir passer. Ce qu'il a dit, non, ça c'est pas. La justice va devoir passer. On lui a posé une question très intéressante. Mais ce n'est pas son souci, mais ce sera une réalité. On lui a posé une question très intéressante. Il a répondu avec beaucoup d'intelligence. Dire, mais voilà. Tout ce qui est arrivé au Libéria, ce sont les Libériens qui sont responsables. Absolument. Ce n'est personne d'autre. Ouais. Mais on ne va pas focaliser notre attention vers le passé plutôt que vers l'avenir. Et vers cet avenir-là, qu'est-ce que nous avons à proposer? Qu'est-ce que nous avons à faire dans l'immédiat, à moyen terme et à plus long terme? Voilà ce qui l'intéresse aujourd'hui. Il dit on ne va pas perdre notre énergie à ressasser le passé ou à refaire le passé. Vous savez, ce discours-là, même Lula da Silva, le président Lula da Silva l'avait dit, mais malheureusement, on s'est rendu compte que les mêmes personnes qu'il a ramenées, la nouvelle génération des dirigeants, se sont retrouvées dans l'histoire des corruptions. Et finalement, lui-même, aujourd'hui, Lula est sous les coups des sanctions judiciaires. Donc ce n'est pas un pari facile. Je dis simplement que ce n'est pas impossible, mais il ne faut pas se dire qu'on est dans un pays des merveilles où tout se passera comme dans un rêve. Un dernier mot sûrement pas ça, il n'a pas dit. Pape Kabo. Le pays des merveilles, véritablement, je ne crois pas que les Libériens... C'est dans les contes des fées. Voilà, ils croient. Ce n'est pas véritablement le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la lutte contre la corruption, Georges Weah, le président Weah, l'a mis au centre de sa stratégie et de sa politique. Il sait que c'est ça qui va être le salut pour le Libéria s'il veut attirer des capitaux, s'il veut avoir la confiance des partenaires. Il y a son image, il y a les alternances qui se sont produites, mais il y a aussi cet espoir. Après son premier discours, dans la rue, les gens disent « we have hope, we have hope ». Ils ont beaucoup d'espoir maintenant. C'est cet espoir suscité par son élection, cet espoir suscité par sa jeunesse. Il est relativement jeune, 51 ans, pour un chef d'État africain. Alors, tout cela fait que s'il se met à ressasser le passé, il ne fera pas de progrès. Et si vous regardez véritablement les éléments qui sont sortis de son discours, il parle de choses concrètes qui vont lui permettre de partir tout de suite et des créneaux, des niches d'emploi. Et c'est ça qui est le plus important. Si on arrive à occuper la jeunesse, si on arrive à occuper les couches déshéritées, il peut espérer réussir son mandat. Vous savez maintenant ce qui est intéressant, c'est que dans la région, ils sont deux maintenant. Oui. Il y a Georges Weah et Adama Barrow. Oui. Et vous avez suivi le discours d'Adama Barrow la semaine dernière? C'est ce que moi je suis en train de vous ramener simplement sur la réalité. C'est cette jeunesse-là. Je dis simplement que les investisseurs ne vont pas venir au Libéria pour les beaux yeux de Weah. Non. Je le dis, mais je poursuis mon idée. Mais bien sûr. Il faut simplement lui souhaiter bonne chance. Ce que moi je souhaite d'ailleurs. Mais je dis simplement que des mécontentements, il y en aura forcément. Adama Barrow l'a dit, il a reconnu que le peuple est devenu impatient juste un an après. Mais il a dit qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Et on en commettra encore. Mais ce que nous demandons, c'est que nous puissions aller ensemble. Qu'à la fin, qu'il n'y ait pas la responsabilité pour dire que Weah a échoué, après avoir suscité tant d'espoir, mais dire que ce sont les Libériens ensemble qui vont réussir ou qui vont échouer. Comme Adama Barrow l'a dit à son peuple la semaine dernière, nous allons tous réussir ensemble ou nous allons échouer ensemble. Il l'a dit dans son mot à l'Élysée. C'est quelqu'un de très réaliste, très pragmatique. Il a dit toutes ces choses-là. L'avantage qu'il a eu, c'est d'avoir échoué 2 fois pour l'accession à la présidence. C'est des années de frustration. Et ça l'a beaucoup appris aussi. Absolument. Il a mûri. Il a gagné en maturité et en clairvoyance. Aujourd'hui, je sais très bien que le président Weah ne jouera pas à écarter les bons éléments de l'ancien régime. Il s'y appuiera. Madame Ellen Johnson-Sirleaf, il sait très bien que Georges Weah va s'appuyer très souvent sur elle parce qu'elle dégage une image de personne qui rassure et qui a surtout fait des efforts. Elle n'a pas fait l'unanimité, elle a fait beaucoup de déceptions, mais quand même, elle inspire confiance. Et Georges Weah pourra s'appuyer dessus. Et je pense que la jeunesse a compris que tout ne viendra pas par un claquement de main. Et regardez les priorités qu'il dégage. Toutes les priorités que le président Weah dégage, ce sont des priorités qui vont employer
beaucoup de main-d'œuvre. Et des main-d'œuvre qui ne demandent pas de très forte qualification. Exactement. Il faut de la finance, c'est ce qu'ils cherchent en allant dans ces pays-là. J'espère que la Banque africaine de développement et les d'autres institutions joueront aussi leur participation. Elle était là à l'Élysée, hein, la BAD était à l'Élysée. Formidable. Mais une chose que nous ne devons pas oublier, qu'est-ce que le Libéria donne en retour? Qu'est-ce que le Libéria donne en retour? Qu'est-ce que le Libéria donne en retour? Ce sera maintenant la capacité du président Weah. Ça, ce sera maintenant de sa responsabilité personnelle. Ça ne sera pas au Libérien, mais à lui, de pouvoir ressortir déjà ce que les Libériens peuvent donner en échange. C'est bien de recevoir la manne, bien de recevoir les investissements. Mais en l'entretemps, un crédit, quand vous le prenez aujourd'hui, le mois prochain, vous commencez déjà à le rembourser. Patrick, on a dit tout à l'heure que les États avaient des intérêts. Rassurez-vous. S'ils viennent, alors, il y a quelque chose à gagner. Ne vous en faites pas. On va très rapidement parler de l'Algérie dans notre grand angle. Ça y est, le projet de loi sur le commerce électronique est adopté en Algérie. Il a été entériné ce mardi à l'Assemblée nationale. L'Algérie qui se dote donc d'une nouvelle législation dont l'un des défis est de renforcer la sécurité autour des données des consommateurs. Les précisions dans ce sujet de Solange Dubois. Effectuer ses achats sur Internet sera désormais possible en Algérie. Le Parlement a en effet adopté ce mardi 20 février le projet de loi relatif au commerce électronique. Objectif de cette loi, contrôler la masse monétaire qui circule dans le circuit informel et d'assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des fournisseurs ainsi que des clients. Une occasion également pour l'Algérie de conquérir de nouveaux marchés. L'Algérie, c'est un grand pays, comme par exemple le Cameroun ou encore le Sénégal. Et en fait, ils se sont trop attachés, vous savez, aux structures européennes, françaises. Et c'est pour ça, en fait, jamais ils se sont mis en avant. Et aujourd'hui, comme le Maroc essaie de contrer tout cela, essaie de vraiment avoir cette place forte, quoi, de leader, on va dire, en matière de numérique, digital, en Afrique, l'Algérie alors se veut aussi conquérante, quoi. Actuellement, seules certaines grandes compagnies nationales offrent la possibilité de bénéficier de services sans se présenter à un guichet. Effectuer des ventes et des achats n'est possible qu'à travers des opérations traditionnelles, en argent liquide, en chèque ou par virement bancaire. Il y a toujours eu ce voulu d'utiliser les plateformes, on va dire, du monde extérieur, notamment les plateformes américaines ou encore européennes, et voire de ses voisins français, espagnols, italiens. Elle s'est jamais penchée sur le cas réellement. Aujourd'hui, l'Algérie, quand même, avec sa jeunesse qui en découle au sein du pays, se veut être une plateforme principale du continent africain. Après son adoption par la Chambre basse, le texte sera soumis au Conseil de la Nation. Pour rappel, tous les commerçants algériens ont l'obligation de disposer des terminaux de paiement électronique avant la fin de l'année 2019, selon la loi des finances 2018. Après publication de ce texte au journal officiel, les personnes exerçant déjà le commerce électronique disposeront d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Et donc c'est désormais un vide juridique qui est comblé, Patrick Boyo. De quoi faire décoller le commerce électronique qui peine encore à entrer dans les mœurs en Algérie? C'était un retard, effectivement. Ça peut beaucoup aider, d'autant plus que les pays de l'Afrique du Nord sont très bien avancés au plan de nouvelles technologies sur le domaine du numérique. Et ça restait un petit peu un terrain assez vague pour... en matière de réglementation, je veux dire, il faut dire que la plupart des consommateurs, e-consommateurs comme on dit, de l'Afrique du Nord, en particulier de l'Algérie, n'achètent pas chez des e-commerçants locaux. Ils achètent auprès des entreprises situées essentiellement de l'autre côté de la Méditerranée et la livraison s'est faite quasiment dans la journée ou le lendemain, ils reçoivent ce qu'ils ont commandé. Et ce que je trouve regrettable et pénalisant, c'est que dans la loi, j'ai vu qu'il est obligatoire, avant d'obtenir un numéro de registre commercial, d'avoir son site hébergé en Algérie. Ça, c'est assez difficile parce que, bien qu'il soit avancé en matière de pénétration du numérique sur tous les territoires algériens pratiquement, mais la sécurisation
n'est pas encore le cas. Donc ça risque encore de poser problème de compétitivité parce que ceux qui vont s'implanter sur place, créer des entreprises, hébergés en Algérie, n'auront peut-être pas un catalogue aussi étendu que ceux qui se situent de l'autre côté de la Méditerranée, parce que ceux qui se situent de l'autre côté de la Méditerranée ne voudront pas tout de suite ouvrir des filiales sur place, parce que la raison des sécurités numériques, des sécurisations numériques avec les histoires de hackers que nous voyons, les phishing et les autres, pose encore problème. Si ça pose problème dans des pays comme les États-Unis, où on a le fameux problème de l'intervention des hackers russes aux élections, à combien plus forte au niveau de l'Algérie. Donc moi je pense que ça aurait été plus simple pour faciliter la compétitivité, de laisser les hébergeurs, ou les e-commerçants trouver des hébergements, même à l'étranger, mais avoir un numéro commercial sur place et ainsi déclarer leurs transactions sur place et ainsi les pousser petit à petit à pouvoir s'installer, puisque ce n'est qu'une question technique en réalité, mais qui risque d'être rédhibitoire pour l'épanouissement de ce secteur des commerces. Oui, l'Algérie va se rendre compte que c'est bien de légiférer, on anticipe sur les éventuelles difficultés, on prévoit les éventuels problèmes et on y apporte des solutions ou en tout cas des esquisses de solutions. Mais voilà, ça ce sera le maillon faible de ce projet de loi. Parce qu'en fait, le e-commerce, c'est une ouverture au monde. Vous l'avez dit, signalé tout à l'heure, où en Algérie, au Maroc ou ailleurs, on peut, en quelques clics de chez eux, commander de l'autre côté de la Méditerranée et être livré dans des délais relativement courts. Aujourd'hui, aller à l'encontre de cette tendance-là, c'est une mauvaise chose. Et je pense justement que l'ouverture du marché, certes, c'est une chose importante qu'il faut faciliter et encadrer, mais pas verrouiller. Encadrer ne veut pas dire verrouiller. Or, on cherche à verrouiller. La question de la sécurité pour ce qui concerne le e-commerce va avec le e-banking. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez cantonner un opérateur économique dans un aire géographique, ben, vous le contraignez à transférer un certain nombre d'activités vers cette localité où vous l'avez cantonné. Or, le e-banking pour une grande firme, elle est plus en sécurité à l'extérieur qu'en Algérie, où il y a encore un président, disons-le, un âge assez avancé, quelques quand même incertitudes qui peuvent poser problème. Et puis maintenant, le développement du phoning, ça se développe et ça a cours. L'autre problème, ce sera justement l'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont le power purchasing, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, ce sont des personnes qui ont un certain âge et qui n'ont pas la maîtrise de l'outil informatique. C'est l'autre élément sur lequel il faudra faire des efforts. Merci à vous. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.